Planète Rebelle, c'est une maison québécoise de contes francophones pour les petites et les grandes oreilles. On peut les écouter avec une version audio. Pendant le confinement, on vous a préparé 3 belles histoires pour les enfants de 3 à 8 ans, comme Simone. Le premier, c'est Le poil de Baribal. Le poil de Baribal, c'est un conte de René Robitaille, illustré par Oléchia Choukina. C'est l'histoire d'une femme qui part à la chasse au poil d'oreille d'ours. Parce que la sorcière lui a dit que c'est comme ça qu'on faisait les bébés. Elle empoigne l'un de ses seins et y souffle comme dans une clarinette. Elle empoigne son autre sein et y souffle comme dans une trompette. Vite, elle agrippe Baribal avec ses pieds crochets et tous les deux s'envolent dans les airs comme une montgolfière. Ce sera en librairie le 29 septembre. Le deuxième, c'est La soupe aux cailloux frais du jour. C'est un conte de Isabelle dos Santos, illustré par Virginie Bergeret. Ça raconte le jour où un voyageur arrive dans un petit village du Portugal. Il a très faim. Personne ne veut lui offrir à manger. Alors il décide de préparer une soupe aux cailloux. Pendant que la soupe mijotait, les villageois ont sorti les chaises, les tables, les nappes de lin et les bols de faïence qu'on n'utilisait que dans les grandes occasions. Et bien sûr, le violon et le vin. Arriva le moment de la dégustation. La soupe était si délicieuse que plusieurs ont juré que c'était la meilleure soupe aux cailloux qu'ils avaient mangée. En librairie, le 13 octobre. Le troisième et non le moindre, c'est Le lion et le singe. C'est un conte de Franck Sylvestre, illustré par Élise Castellan. Le lion est très fier. Tous les animaux de la savane ont peur de lui. Quand il tombe au fond du trou, le singe se demande s'il va l'aider à sortir. Il tombe dans un trou, un grand trou très profond. Boum! Le lion, mais pourquoi t'es descendu là-dedans? Mais c'est un piège, ça! Je sais que c'est un piège. Je suis tombé dans le piège. Aide-moi à sortir, s'il te plaît. Ce sera en librairie le 3 novembre. Sur ce, amusez-vous bien. On se retrouve à la rentrée. Bonjour chers libraires, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des nouveautés d'éco-société d'octobre et novembre, en commençant par le point d'orgue de notre rentrée, le livre de la journaliste scientifique américaine Sonia Shah. C'est Pandémie, traquer les épidémies du choléra au coronavirus. Ce livre est un bijou d'essai et un polar scientifique qui vient nous expliquer le mécanisme des pandémies et qui fait surtout le lien entre écologie et épidémie, ainsi que le lien entre conditions de vie des populations et maladies infectieuses. Et tout le mérite de Sonia Shah est de regarder les trajectoires des épidémies à travers le prisme de l'action humaine. Je pense que nous avons là découvert une autrice de talent, une écrivaine vraiment. Elle a une plume qui fait en sorte que son livre se lit vraiment comme un roman noir, un polar scientifique. J'exagère pas, vous allez commencer sa lecture et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter tellement on a l'impression d'y être à chaque fois. Je vous dirais qu'elle a 3 chapeaux, Sonia Shah. Elle a ce côté reporter qui fait que tout ce qu'elle raconte de ce qu'elle a vécu sur le terrain est absolument vivant, que ce soit les marchés d'animaux sauvages en Asie ou ses enquêtes en Haïti sur le choléra qui est revenu après le tremblement de terre. Elle a son chapeau de
vulgarisatrice scientifique qui fait en sorte qu'on comprend absolument tous les mécanismes médicaux et épidémiologiques sur les pathogènes, comment ils se transmettent des animaux aux humains, comment est-ce que ça évolue dans les organismes. Et enfin, ce talent d'historienne. Elle est allée vraiment étudier comment se sont passées les épidémies passées, notamment à travers le choléra, qui fait vraiment le fil rouge de son ouvrage, puisqu'elle a voyagé à la fois vers l'Inde où le choléra est né, et ensuite comment il est allé jusqu'en Europe et aux États-Unis. Elle parle beaucoup du choléra à New York dans les bidonvilles au 19e siècle. Et c'est ces trois qualités-là que je veux mettre de l'avant autour de pandémie, parce que ça fait une lecture extrêmement vivante et passionnante, parce qu'elle fait des allers-retours entre le passé, le présent. Elle a une analyse fine du rôle du politique, du social et de l'organisation des sociétés qui ont fait en sorte que les pandémies ont pu se développer. Je veux vous parler de la structure de son livre. Elle commence avec le saut, c'est-à-dire comment est-ce que le pathogène saute de l'organisme d'un animal sauvage à un animal d'élevage ou bien directement à l'humain. C'est ce que j'ai expliqué déjà dans la fiche. Et ensuite, comment est-ce qu'une fois qu'il est sur l'humain, c'est le réseau de transport qui va davantage façonner l'épidémie que la géographie physique. On l'a vu avec le coronavirus, comment est-ce que l'avion a été central dans le réseau d'expansion de la pandémie. Elle parle aussi du tourisme médical, qui est une catastrophe aussi pour développer des virus qui peuvent après se répandre aux quatre coins de la planète. Ensuite, elle va réussir à rendre un chapitre absolument passionnant sur les déjections, c'est-à-dire les déchets humains, parce que oui, la gestion de la salubrité est centrale dans la possibilité de résorber un virus, et avec le choléra, c'était une cause absolument majeure. L'accès à l'eau potable, la gestion des eaux usées a fait en sorte que la pandémie s'est répandue énormément. Une pandémie ne peut pas se répondre sans que si les individus ne sont pas collés les uns sur les autres. Et de là, le mal logement, la promiscuité, la densité urbaine vient jouer un rôle majeur. Et là encore, la condition de vie condition sociale de vie influence vraiment la taille que va prendre une épidémie. On l'a vu avec Ebola également, où est-ce que l'épidémie s'est répandue beaucoup plus fortement dans des villes d'Afrique où les bidonvilles étaient très 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 denses et présents. C'était le cas aussi aux États-Unis, où les gens vivaient dans des conditions épouvantables, dans des logements insalubres. Elle consacre aussi un chapitre entier sur la corruption et le rôle du politique dans l'expansion des épidémies. Je vais vous parler notamment du cas de la Bank of Manhattan, qui s'est créée avec une compagnie de gestion des eaux. C'était une façon d'avoir cette charte de banque, mais évidemment il n'y avait aucune volonté de donner accès à de l'eau potable, et c'est ce qui a empoisonné véritablement les New-Yorkais au 19e siècle. C'est cette source d'eau potable qui était prise dans une rivière qui était déjà complètement polluée par les excréments des humains et des animaux, et ça a vraiment fait une catastrophe. Et cette banque-là est nulle autre que l'ancêtre de JP Morgan, comme quoi l'influence de l'économie sur la santé et du politique est extrêmement interreliée. Elle passe aussi en revue le rôle, l'impact social des épidémies à travers les boucs émissaires qui vont évidemment émerger de toute pandémie. C'était les Irlandais à New York, c'était aussi les habitants du pays de l'Est, c'est les Asiatiques avec le SRAS, ça va l'être aussi sur le coronavirus. C'était aussi la source de conflits politiques très forts en Haïti, après que les travailleurs de l'ONU venant du Népal aient transmis le choléra. Je veux revenir sur la question écologique, puisqu'elle consacre aussi tout un chapitre sur la revanche de la mer, comment est-ce que le réchauffement climatique lié au GES et à la place que peuvent prendre les énergies fossiles, eh bien, a un impact aussi sur l'expansion des épidémies, puisque notamment le choléra s'est passé à travers les eaux, la mer est rentrée à l'intérieur du territoire suite à la colonisation, et comment est-ce que la fonte des glaces va aussi amener une montée des eaux, et donc une interrelation entre ce qui vient de l'océan et les terres internes. Et là encore, on va voir
une recrudescence forte des épidémies et des pathogènes en lien avec cette fonte des glaces. Et donc cette dimension écologique qu'on a pu voir à travers la destruction des habitats naturels des animaux, la destruction de la biodiversité qui fait en sorte que la gestion des pathogènes est beaucoup plus difficile et donc peut sauter jusqu'à l'humain, mais aussi donc, le réchauffement climatique qui a un impact direct sur l'agencement des épidémies, vient montrer la nécessité de penser une réponse mondiale aux épidémies via une réflexion plus large au niveau écologique. J'insiste à nouveau sur la force narrative de cet ouvrage. C'est comme si vous y étiez. C'est comme si vous étiez dans les bidonvilles de New York, à Paris au 19e siècle quand le choléra est arrivé. C'est comme si vous étiez dans le bureau d'un avocat qui est tellement fâché contre l'ONU qui a fait en sorte que le choléra est arrivé après le tremblement de terre. C'est comme si vous y étiez aussi quand dans toutes les magouilles de l'OMS et des compagnies privées qui financent l'OMS et qui font en sorte que toutes les débats scientifiques et les recherches sur les médicaments ne sont pas orientés en vertu de la santé publique, mais en vertu d'intérêts économiques. C'est d'une richesse absolument incroyable, mais surtout, vous ne pourrez pas vous arrêter de lire ce livre-là, et je vous invite vraiment à vous pencher dans la lecture. Commencez-le, vous ne pourrez plus vous arrêter. Merci, et je sais qu'il faudra jouer du coude avec beaucoup d'ouvrages sur les épidémies, mais je pense que là, nous tenons un texte absolument magistral et un polar, un vrai polar. Malheureusement, ce n'est pas une fiction. Merci. Je vais maintenant vous parler de cuisine avec un nouveau venu dans notre collection Guide pratique, l'ouvrage Cuisiner sans recette, un guide de résilience alimentaire de Véronique Bouchard, qui est fermière de famille, qui nourrit donc des centaines de familles à travers la région des Laurentides. Et c'est un peu un livre pour s'affranchir des livres de recettes qui trônent chez nous, qu'on utilise peut-être un peu, beaucoup, mais qui peut-être des fois nous impressionnent parce que réalisés par des grands chefs qui n'enlèvent rien au mérite de ces ouvrages, mais son objectif c'est vraiment de permettre aux gens de cuisiner davantage, de se faire confiance en cuisinant au rythme des saisons. C'est un livre qui s'inscrit clairement dans tout le mouvement de valorisation du terroir. Et comment est-ce qu'on fait pour développer cette autonomie alimentaire ? Eh bien, elle va expliquer en trois morceaux, trois parties, comment bien, ce livre s'inscrit donc dans une philosophie du biologique, de l'agriculture biologique, donc pour protéger à la fois l'environnement et la santé des humains. Elle va nous faire toute une partie sur l'ABC de la cuisine sans recette, donc pour toute la question de la mise en conserve, donc de la conservation des aliments, que ce soit dans une courte durée ou à plus long terme avec la mise en conserve, la congélation, la lactofermentation, les pousses, la germination. Et enfin, toute une dernière partie des variations. C'est la partie qu'on pourrait un petit peu qualifier de recette, puisque donc elle va développer différentes variations autour des pizzas par exemple, des pâtes, ou bien des sauces, du risotto, du pesto, de l'houmous, des potages, des salades repas, des sautés de légumes, les galettes, les tartes. Bon, et à chaque fois, vous avez donc différentes variations avec un principe de base qu'on répète au gré des légumes qu'on a sous la main. C'est un livre qui prend aussi une autre teinte après dans le cadre de la pandémie qu'on vit actuellement. On a beaucoup entendu parler d'autonomie alimentaire depuis mars dernier, et si ce livre s'inscrivait dans une volonté de développer l'autonomie alimentaire pour des raisons écologiques et économique, pour valoriser les agriculteurs d'ici et les produits d'ici, eh bien s'ajoute à cette liste la nécessité de développer son autonomie alimentaire dans le cadre de crises comme on a connu ce printemps. Donc vraiment un livre très prometteur, cuisiner sans recette, et aussi pour prendre du plaisir à cuisiner et partager des repas. Je vais finir avec Danger d'extinction, changement climatique et menaces nucléaires de Noam Chomsky, auteur que vous connaissez bien, que vous travaillez depuis nombreuses années. Ici, on est là dans un petit livre d'appel à l'action. J'aimerais juste ajouter quelques éléments à ce que vous connaissez déjà sur le livre. La troisième menace pour lui, en plus des deux fortes qu'il met de l'avant, c'est la menace du recul de la démocratie. Donc la nécessité pour les mouvements sociaux, pour les populations, de faire face au changement climatique et à la menace nucléaire
en s'impliquant politiquement très fortement. Tout l'aspect dialogue que renferme le livre le rend extrêmement dynamique et on a vraiment l'impression de parler à Noam Chomsky comme si on y était puis qu'on pouvait lui poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. C'est souvent ce qui arrive quand on écoute une conférence sur les changements climatiques et le nucléaire. Comme auditeur, on dit mais nous qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est vraiment il va parler de questions de désobéissance civile, d'extinction rébellion, et de faire attention, de bien planifier toutes ces actions, mais de revenir à l'essence même de la politique, la pression de la population, la pression politique, la nécessité de s'informer sur ce qu'il se fait. Et donc, c'est comment militer au quotidien un petit peu dans cette situation de péril climatique et nucléaire. Donc, on est là dans un petit livre de Noam Chomsky tout à fait concret et accessible avec vraiment sa capacité à nous mettre de l'avant les menaces en cours et toute la richesse de ses connaissances et des dynamiques internationales qu'il met de l'avant, notamment à travers le rôle des États-Unis. Vraiment un petit livre d'action tout à fait nécessaire en ce moment. Bonjour les libraires, je suis présentement dans notre beau café chez l'éditeur qui butinerait de vie. Habituellement, il y aurait le barista en train de me faire un latte orné d'un ourson, mais non, je suis seule avec ma voix de France Castel, non pas parce que j'ai la COVID, mais bien un rhume, pour vous présenter les titres de notre saison. Plusieurs membres de l'équipe éditoriale vont vous présenter des titres. J'ouvre le bal, je vais vous parler de biographie et de littérature. Avant tout, avec un de nos plus grands titres de la saison. On a attendu bien longtemps la biographie de Pauline Marois. Ça a été un long processus pour accoucher de ce livre-là. Ça a été reporté à cause de la pandémie. La voilà enfin. Biographie qui retrace tout le parcours de Mme Marois, de son enfance à aujourd'hui. Elle l'a écrite en collaboration avec Élise-André Héroux et Laurent Aymon. C'est une biographie au jeu qui vraiment retrace le parcours d'une femme. On met beaucoup l'accent sur les défis que ça a représenté pour elle de faire son chemin en politique. C'est une biographie qui est à l'image de Mme Marois, très élégante, pas de règlement de compte, mais qui raconte tout ce qui s'est passé au cours de sa vie, de sa très longue carrière. Ça se lit comme un roman. Ce sera très certainement un des grands titres de notre saison. J'enchaîne une autre femme d'exception, celle-ci médecin. Peut-être que vous la connaissez, elle a fait pas mal de télé, de radio. C'est Dr Danielle Perrault. Une tornade d'énergie, pleine d'humour, l'humour qu'on retrouve dans sa biographie. C'est la biographie de son parcours professionnel à l'étranger. Donc, on s'attarde très peu à sa vie personnelle. On est ici aux quatre coins du monde. Parce que depuis qu'elle est toute petite, Danielle rêve de s'expatrier. À 9 ans, son père s'est fait offrir un poste à l'Université du Rwanda et pour elle, c'était tout décidé. Elle avait commencé ses valises. Son père, lui, était moins aventurier, donc ils ne sont pas partis. Mais à 19 ans, elle est allée enseigner au Togo et ça a été le début d'une grande passion pour la découverte d'autres cultures. Elle est devenue médecin. Elle a participé à des missions humanitaires partout autour du globe, autant en Haïti à la suite du séisme, aux Philippines, en Sierra Leone. Elle a été au front pour la crise de l'Ebola. Elle s'est aussi impliquée très récemment dans la crise de la COVID. Elle travaille chaque année aussi depuis les 30 dernières années. Elle va chez les Cris, les Inuits, elle est très, très, très impliquée dans les communautés du Grand Nord. Donc, on a ici le récit de cette carrière-là de médecin absolument atypique qui nous permet de voyager et de prendre connaissance de la situation. Surtout pour elle, ce qui était important, c'était de mettre des visages sur ces crises humanitaires. Elle nous permet de rencontrer autant des patients que des soignants partout autour du globe. C'est une série d'anecdotes absolument fascinantes. Un autre parcours de femme à découvrir sans faute.
Ensuite, là, je sors un petit peu de ma zone de confort en allant dans les biographies sportives. Alors, Gaétan Hart, mon père Gaétan Hart, le Rocky de la boxe québécoise. Alors, c'est la biographie de ce grand boxeur qui a été rédigée par sa fille, Mélanie Hart, en collaboration avec Serge Ami, qui est un journaliste sportif qui a couvert la carrière de Gaétan Hart, qui a eu une vie rocambolesque. On parle ici le documentaire Le Steak en 92 qui a été réalisé par Pierre Falardeau. Eh bien, c'était. Donc, c'est un portrait de l'intérieur, bien sûr très touchant puisque c'est sa fille qui le rédige. Elle a mené plusieurs entrevues avec des acteurs de l'époque pour pouvoir nous offrir un portrait d'une vie encore là qui sort de l'antenne. Ensuite, non pas une biographie, mais plutôt un essai par Gary Joyce, qui est un journaliste sportif bien connu du côté du Canada anglais. Comment Sidney Crosby a changé le hockey. Donc, dans ce livre-là, il se penche vraiment sur un peu notre enfant chouchou, parce que même si ce n'est pas québécois, il a été adopté puisqu'il a fait ses débuts à Rimouski. Et donc, l'auteur se penche un peu sur le jeu de Sidney Crosby et comment un jeune homme avec finalement des capacités plutôt standards a réussi à vraiment révolutionner le hockey. C'est un livre qui est très documenté, qui a un bon rythme, qui plaira très certainement aux amateurs du sport. J'enchaîne maintenant avec mon terrain de prédilection, la littérature. Non pas que le hockey ne soit pas mon terrain de prédilection, mais bon, je vous en laisse juger. Pour commencer, 2 rééditions. L'Albatros et la Mésange de Dominique Demers, qui avait connu une première vie très heureuse du côté de la littérature jeunesse. D'ailleurs, a remporté un des prix du gouverneur général pour le texte. Cela dit, Dominique Demers est reconnu pour toucher les publics de tous âges, donc on a eu envie de donner à l'Albatros et la Mésange une vie du côté de notre littérature pour adultes, afin que le livre puisse rejoindre le plus vaste public possible, puisque c'est magnifique. L'affaire Myosotis, thriller de Luc Chartrand, qui a connu un très très vif succès il y a quelques années et qui a remporté, qui fait vraiment un tour du chapeau, qui a remporté le prix Arthur Ellis du roman policier, le prix Ténébris et le prix Saint-Pacôme, qui renaît dans notre collection de poche. Je vous le dis en personne, là c'est filmé, c'est encore plus problématique, mais je vais le dire quand même, mon chouchou de la saison, La Traque du Phénix de Marianne Legault. Marianne qui a publié il y a quelques années Le Muséum, qui avait été finaliste au prix Archambault, qui revient avec un livre qui donne vraiment une belle place au souffle, à l'érudition de Marianne, qui a une écriture absolument somptueuse. C'est une amoureuse des mots. Elle est éditrice de référence chez Québec Amérique et du côté de la littérature, elle aime le mot juste. Cette fois-ci, elle plonge dans une histoire très complexe, celle d'un itinérant mystérieux qui est doué dans tous les domaines. Autant c'est un virtuose en musique, en art, en cuisine. Une travailleuse sociale et une neuropsychologue vont essayer de mettre en lumière ce personnage fascinant. On se promène aux 4 coins du monde avec ce livre, ce qui fait grand bien en ce moment où on ne peut pas voyager nulle part. Écriture magnifique, vraiment un livre à découvrir. Pour ceux qui l'auraient vu, moi, ça m'a beaucoup fait penser au Violon rouge de François Girard, qui est un film que j'avais adoré. On retrouve dans ce livre-là ce voyage à travers les époques et les pays qui permettent de tranquillement révéler le mystère autour du personnage principal. Vraiment un livre à découvrir et à faire découvrir. Je compte sur vous. Et en terminant, le dernier mais non le moindre, le projet P. 15 femmes parlent de Bélis. C'est un collectif sous la direction de Karine Glorieux qui rassemble plein de plumes très diversifiées, autant du côté de la littérature que du journalisme, de l'humour, de la littérature plus sombre, et ça se reflète bien dans le recueil parce que malgré tous ces beaux petits pénis farfelus et le sujet, ce n'est pas un collectif qui ne soit qu'humoristique. Il y a bien quelques textes qui font rire.
On parle de pénis mou, de pénis de bébé, de micro-pénis, de pénis vasectomisé. On parle des pénis de la première fois. Des fois, ce sont des belles premières fois, des fois non. Vraiment beaucoup d'humour, de tendresse et un peu de douleur dans ce très, très beau recueil qui mérite qu'on s'y penche, pas juste pour rigoler, mais aussi pour réfléchir. C'était le but, non pas de faire une charge contre les hommes, au contraire, c'était vraiment de donner place à ce qui en prend beaucoup dans nos vies et défaire des tabous, défaire des clichés. Vraiment, un très très beau recueil qui devrait piquer la curiosité et pour lequel j'ai essayé de dire le mot pénis le plus souvent possible dans la présentation. Bonne lecture! Alors bonjour tout le monde, je vous parle de quelques romans donc de la rentrée. D'abord, Au cœur de nous de Marie-France David. En fait, c'est le premier livre d'une série de 3. Cette série-là est vraiment inspirée de l'expérience de l'autrice, son expérience personnelle, parce que elle travaille dans les communautés autochtones depuis plusieurs années et c'est là que se situe essentiellement l'action du roman. C'est à la fois un roman sentimental et intriguant. Donc, il y a de l'action, il y a de l'aventure, mais il y a aussi une histoire d'amour qui va peut-être finir difficilement. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on suit cette jeune femme nutritionniste qui arrive donc dans ce nouveau milieu, cette nouvelle culture autochtone qu'elle ne connaît pas. Et donc, on a tendance à s'identifier à elle, on découvre en même temps qu'elle cette communauté. Tout ça va chambouler sa vie. Et puis, bon, oui, elle va rencontrer un homme, un guerrier un peu sombre, et donc ce ne sera pas une situation facile. Alors voilà, c'est écriture simple, efficace, rythme de lecture rapide, et en passant, donc, Marie-France David, c'est la fille de l'auteur Michel David. Donc voilà. Ensuite, je vous parle de Trahison, le premier tome de 2, la série s'appelle La Brochure, de Pauline Gélina. C'est vraiment une série passionnante qui, en fait, le deuxième tome va paraître au printemps sous le titre Dépossession. Donc, on suit dans ce premier tome un homme, un centenaire, qui raconte à son arrière-petite-fille l'histoire de sa famille, c'est-à-dire des immigrants pauvres venus d'Europe au début du 20e siècle. Ils étaient arrivés dans les prairies avec le rêve d'une vie meilleure, mais en fait, ils se sont fait flouer. Et c'est ça que le vieil homme raconte à son arrière-petite-fille. Donc, c'est la trahison dans toutes ses déclinaisons de génération en génération qui s'est poursuivie. C'est un roman historique qui puise en fait son inspiration dans l'histoire réelle du Canada, alors que plusieurs immigrants sont venus d'Europe. On leur avait promis mer et monde dans les prairies, une terre, la richesse, et finalement plusieurs ont été extrêmement déçus. C'est un roman qui multiplie vraiment les revirements de situation et on s'attache aux personnages, autant à la famille de ce vieil homme qu'à lui-même et à son arrière-petite-fille. C'est aussi donc un roman sur la transmission et juste préciser que l'autrice est une ancienne journaliste, qu'elle a fait des recherches vraiment poussées pendant plusieurs années. Un très grand roman historique donc de Pauline Gélina. Ensuite, je vous parle de La plume de Malègue de Diane Lacombe. Diane Lacombe qui a connu un énorme succès avec sa saga médiévale sur le domaine Malègue, une trilogie qui s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires. Alors ici, on est quelque part entre le 2e et le 3e tome de la trilogie, mais honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir lu ni un ni l'autre pour s'y retrouver. Moi, je vous dis franchement, j'avais lu la première version du manuscrit. Je n'avais jamais lu la trilogie et tout de suite, je suis entrée dans ce roman historique très bien écrit. Et en fait, l'autrice a pris soin d'écrire un prologue, donc pour nous expliquer un peu qui sont ces personnages, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette trilogie. Ici, c'est un roman épistolaire. Donc, on a la châtelaine de Malègue qui écrit à ses amis, à sa famille et qui s'informe de
comment vont-ils, comment se comportent-ils. C'est un roman où il y a beaucoup question des amours de tous un chacun, mais aussi de la relation de pouvoir. Ça se lit vraiment tout seul. Diane Lacombe a le don de camper ses personnages dans un contexte historique. Vraiment, on est dans les Highlands d'Écosse, 1425, et ça dessine vraiment un portrait de cette société à cette époque. Vraiment un très beau roman historique. Je vous parle ensuite de La Bouche pleine, donc un premier roman d'Elisabeth Massicoli, journaliste, féministe, un livre dans lequel elle explore en quelque sorte la charge qui vient avec le fait d'être une femme au 21e siècle, donc roman d'une grande actualité. C'est donc l'histoire d'une Camille, une jeune femme, une millénariale. On peut la décrire comme une grande anxieuse, au cœur poqué, qui enfile les coups durs et qui tente de reprendre sa vie en main. Donc, il est question de célibat, de séduction, aussi d'amitié, d'ambition, et le ton est plutôt cru, c'est une plume mordante. Certainement que les lectrices, les millénariales en particulier, vont s'identifier avec son personnage féminin. Voilà pour La Bouche pleine. Maintenant, Insoumission, c'est un roman de Hans-Jürgen Grif, un auteur quand même reconnu, plusieurs fois primé. Il a obtenu 3 fois le prix du Salon international du livre de Québec. D'ailleurs, il vit à Québec depuis plusieurs décennies. Il est d'origine allemande et ce livre-là est donc en grande partie autobiographique. C'est son 11e roman. Écriture minutieuse, pas finie. On est vraiment dans le roman littéraire. L'histoire est la suivante. On est à la fin des années 60. Il y a un jeune Allemand qui débarque à Québec. Au début, il devrait être là pour une année. Il s'en va enseigner à l'Université Laval. Et en fait, il est rejoint très tôt par la crise d'octobre. Et là, il vit les événements, il comprend pas trop ce qui se passe et il a tendance à faire un rapprochement avec le terrorisme qui a lieu à ce moment-là en Allemagne. Donc, intéressant, tout de suite, je fais une parenthèse là-dessus. Ça fait 50 ans cette année que la crise d'octobre a eu lieu et c'est très intéressant dans ce livre-là de voir à l'époque, un jeune homme qui arrive d'ailleurs et qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, je ferme la parenthèse. L'autre intérêt de ce livre-là, c'est que ce jeune homme arrive dans un milieu universitaire sclérosé et le chef de son département est une espèce d'être retors qui essaie d'avoir sa peau et ce jeune homme se débat et il va finalement s'en sortir. C'est très, très, très bien écrit dans le sens qu'on pénètre dans la tête de ce garçon et en même temps, on voit le Québec de ces années-là par ses yeux à lui. C'est aussi l'histoire d'une immigration réussie, donc ça fait toujours plaisir à lire. Maintenant, Pleurer au fond des mascottes de Simon Boulris, qui paraît dans la collection 3. Vous connaissez cette collection, donc on demande aux auteurs de fouiller dans leurs souvenirs, d'écrire 3 histoires vraies à partir de 3 souvenirs réels. Et dans chacune de ces histoires se glisse une part de fiction. Eh bien, je vais vous dire, franchement, je ne sais pas ce que Simon Boulris a inventé, parce que tout ça semble tellement vrai, tellement touchant. C'est donc Simon en 3 temps, l'enfance, l'adolescence, jeune adulte alors qu'il veut devenir comédien et qu'il étudie en théâtre. C'est un livre où il se donne à fond. Il est extrêmement touchant, ça prend aux tripes et en même temps, évidemment, c'est du Simon Boulris, ça nous fait sourire par moments, un petit sourire en coin. Alors, c'est un livre qui soulève les questions suivantes. Pourquoi Simon sourit-il autant? Que cache-t-il derrière ce sourire continuel? Que camoufle-t-il derrière les costumes de mascotte qu'il emprunte ou sous les masques qu'il revêt? D'où vient cette légèreté chez lui? Et en fait, dans le livre, Simon tente lui-même de répondre à ces questions en revisitant sa vie. C'est vraiment un livre où on suit le parcours
de Simon, et même, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il fait des sauts dans le temps et il nous parle de sa vie d'aujourd'hui. Vraiment à découvrir. Un très grand livre littéraire, Quand il fait triste, Bertha chante, de Rodney Saint-Éloi, qu'on connaît comme poète, comme aussi éditeur, fondateur des éditions Mémoire d'Encrier. Un récit très personnel, poignant, admirablement écrit donc, dans lequel l'auteur rend hommage à sa mère, Bertha, qui vient de mourir. Lui, donc, qui est son fils aîné, nous raconte la vie de cette grande dame noire, à l'énergie, à la générosité exemplaire, une amoureuse de l'amour, une femme qui a eu 4 enfants de 4 pères différents et qui les a élevés seule, une femme courageuse. Et il nous raconte par bribes aussi l'enfance de cette Bertha au pays natal qui n'est jamais nommé mais qu'on reconnaît, c'est bien sûr Haïti. Il est question aussi du chemin d'exil de Bertha, qui, elle, va aller vivre à New York, mais aussi du chemin d'exil de l'auteur, qui, lui, s'installe à Montréal. Et en fait, ce qui est très touchant dans ce livre-là, c'est qu'il dialogue avec sa mère et lui donne une voix, il lui donne la parole. C'est vraiment aussi le garçon qui rêvait d'être écrivain et qui a grandi sous la dictature. Donc, c'est aussi un autoportrait du narrateur, de l'auteur en creux, et c'est en cela que c'est extrêmement touchant. Le tout, vraiment, une écriture qui fait dans la dentelle, c'est découpé en courts fragments, et ça, c'est entrecoupé d'envolées poétiques, vraiment de haute voltige. Ben voilà, c'est tout. Merci. Alors, on continue avec l'agenda du français pratique 2021. Je suis un de ceux qui utilise encore l'agenda papier et j'aime ça. Le visuel essentiel, on n'a pas encore la couverture, donc vous pouvez vous figurer. Je sais qu'il est tout petit, donc parfait pour les budgets serrés et parfait pour emmener avec soi. L'art de prendre les bonnes décisions, donc c'est un livre qui aide à comprendre le processus décisionnel pour que ça devienne facile de prendre des bonnes décisions. Donc, pour passer de l'indécision à un choix intelligent. On a le guide du latte art. C'est un guide qui va à l'essentiel, en plus de montrer quelques techniques pour faire du design sur les cafés. Il y a aussi le type de torréfaction de café, l'équipement nécessaire, le type de lait pour que ça marche bien. Donc, moi qui viens d'acheter une belle machine à café, je vais le lire, c'est sûr. Éléonore, on a ici la vraie histoire des chercheurs d'art du 21e siècle au Québec. C'est des auteurs qui sont des journalistes experts de la section Affaires à la presse, donc il paraît que ça se lit comme un roman. Des inconnus sous mon toit, et ça c'est drôle parce que c'est moi-même qui dis ça se lit comme un roman. C'est en rénovant sa maison à Saskatoon. En fait, l'autrice a trouvé dans ses murs des indices de l'histoire des premiers résidents. Donc, elle a enquêté sur eux. Elle s'est aperçue que c'était des Canadiens français qui ont dû étouffer leur identité pour survivre à la vague de suprémacisme anglo-saxon du début du 20e siècle. Je me souviens d'avoir lu le résumé en disant « Je ne suis pas sûr que c'est pour moi ce genre de lecture », mais j'ai vraiment embarqué beaucoup et on apprend plein de choses sur le Canada qui était très répressif des francophones à l'époque. Donc, très intéressant. Ici, on a une série de nouvelles marquantes ou inédites qui vient s'ajouter à notre collection de livres de poche. Donc, on a Caroline Allard, Sarah Beauchesne, Stéphanie Boulay, Simon Boulris, Fanny Lemeul, Patrick Sénécal et moi-même. Et on a des nouvelles inédites de Yves Bouchement et Marie Laberge. Donc, c'est une collection, c'est un ajout à notre collection de livres de poche et on devrait en faire quelques-uns par année. Voilà pour ça. Mon petit livre chouchou, parce que c'est à la shop, donc la collection que je dirige, ça s'appelle D'autres mondes et c'est 15 autrices et qui ont fait un genre qui n'est pas le leur habituellement, c'est-à-dire de l'horreur, et on a beaucoup été dans la dystopie. Donc, même si on vit une année dystopique, il y a aussi d'autres belles dystopies dans ce livre. Et pour finir, Les Disparus d'Élie, le tome 3 qui s'appelle Étranger.
Alors là-dedans, c'est encore une résidence d'écriture dans la maison de Louis-Armand Bombardier. Donc cette année, on a 8 auteurs et autrices, donc des nouvelles de Émilie Dubreuil, Alexandra Gilbert, Laurence Goff, Alain Labonté, Tristan Malavoie, Aiko Solovkin, Alexandre Soublière et Chantal Fleury. Et c'est tout pour moi.